Bien. Donc je vais vous lire une lettre signée par 16 organisations, ONG, humanitaires et défense des droits humains. Ah, vous entendez, c'est bon? Voilà. Donc c'est une lettre ouverte qui appelle tous les États membres de l'ONU à cesser d'alimenter la crise à Gaza et à éviter d'exacerber la catastrophe humanitaire et les pertes de vies civiles. Nous, les organisations sous-signées, appelons tous les États à cesser immédiatement les transferts d'armes, de pièces détachées et de munitions à Israël, ainsi qu'aux groupes armés palestiniens, tant qu'il existe un risque qu'elles soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire ou des droits humains. Les bombardements et le siège israélien privent la population civile des éléments de base nécessaires à la survie et rendent Gaza inhabitable. Aujourd'hui, la population civile de Gaza est confrontée à une crise humanitaire d'une gravité et d'une ampleur sans précédent. En outre, les attaques menées par des groupes armés israéliens, des groupes armés palestiniens, ont tué environ 200 personnes et ont pris des centaines d'Israéliens et d'étrangers en otage, dont des enfants, et continuent de détenir plus de 130 otages à l'intérieur de Gaza. Les groupes armés à Gaza ont continué de tirer sans distinction des roquettes sur les centres de population en Israël, perturbant les classes des enfants à l'école et déplaçant et menaçant la vie et le bien-être des civils. Les prises d'otages et les attaques sans distinction constituent des violations du droit international humanitaire et doivent cesser immédiatement. Les agences humanitaires, les groupes de défense des droits humains, les responsables des Nations Unies et plus de 153 États membres ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Toutefois, Israël continue d'utiliser des armes et des munitions explosives dans des zones densément peuplées, ce qui entraîne de graves conséquences humanitaires pour la population de Gaza. Les dirigeants du monde entier ont exhorté le gouvernement israélien à réduire le nombre de victimes civiles, mais les opérations militaires israéliennes à Gaza continuent de tuer des personnes à un rythme sans précédent, selon des déclarations récentes du secrétaire général de l'ONU. Les États membres ont la responsabilité légale d'utiliser toutes les démarches possibles pour garantir la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. La dernière source de subsistance à Gaza, qui était une réponse humanitaire financée par la communauté internationale, a été paralysée par l'intensité des hostilités, y compris des tirs sur des convois militaires, des interruptions récurrentes des services de communication, des routes endommagées, des restrictions sur les aides essentielles, une interdiction une interdiction quasi totale des biens commerciaux et un processus bureaucratique lourd pour envoyer de l'aide à Gaza. La campagne militaire d'Israël a détruit une majeure partie des maisons, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures d'approvisionnement en eau, des abris et des camps de réfugiés de Gaza. Ces bombardements sans distinction, ainsi que la répétition de dommages disproportionnés aux civils qu'ils causent systématiquement, sont inacceptables. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a mis en garde contre le risque accru de crimes d'atrocité commis à Gaza et a appelé tous les États à empêcher que de tels crimes ne se produisent. Depuis cet appel, la crise humanitaire à Gaza n'a pourtant fait que s'aggraver. Donc là, il y a différents points chiffrés. Plus de 25 000 Palestiniens, dont au moins 10 000 enfants, ont été tués en moins de 4 mois. Plus de 62 000 personnes ont été blessées. Un nombre indéterminé de civils palestiniens, parmi lesquels des enfants, ont été illégalement détenus et doivent être libérés. Des Palestiniens continuent d'être tués chaque jour dans des zones vers lesquelles le gouvernement israélien leur a demandé de fuir. Plus de 85% de la population de Gaza
soit environ 2 millions de personnes, ont été déplacées de force. Beaucoup ont suivi les ordres émis par Israël de se déplacer vers le sud et se retrouvent aujourd'hui coincés dans de minuscules zones qui manquent de tout, incapables de permettre la vie humaine et qui sont devenus un terrain propice à la propagation des maladies. Plus d'un demi-million de Palestiniens à Gaza sont confrontés à la famine et plus de 90% de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Plus de 70% des maisons de Gaza, une grande partie de ces écoles et de ces infrastructures d'eau et d'assainissement ont été détruites ou endommagées et ont laissé la population avec très peu d'accès à l'eau potable. Merci. Aucun établissement médical de l'enclave n'est pleinement opérationnel et ceux qui fonctionnent partiellement sont submergés de cas de traumatisme et affectés par des pénuries de médicaments, de matériel médical et de médecins. Plus de 300 employés médicaux ont été tués. Plus de 167 travailleurs et travailleuses humanitaires à Gaza ont été tués par des bombardements israéliens, plus que dans tout autre conflit de ce siècle. Gaza est aujourd'hui l'endroit au monde le plus dangereux pour un enfant, un journaliste et un travailleur humanitaire. Ces conditions ont créé une situation de désespoir total à l'intérieur de Gaza, conduisant les hauts responsables de l'aide humanitaire à déclarer qu'il n'y avait plus les conditions nécessaires pour entreprendre une réponse humanitaire et appropriée à Gaza. Cela ne changera pas tant que le siège, les bombardements et les combats ne cessent pas. Les Nations Unies ont récemment décrit l'accès humanitaire en janvier comme significativement détérioré. Les forces israéliennes ont refusé à plusieurs reprises de donner l'autorisation aux convois humanitaires d'atteindre les zones situées au nord de Wadi Gaza, où la population court le plus grand risque de famine. Ces dernières semaines, de hauts responsables israéliens ont commencé à appeler à l'expulsion des civils palestiniens hors de Gaza. Le transfert forcé à l'intérieur de Gaza et la déportation d'une partie de la population au-delà des frontières, sans aucune garantie de retour, constituerait de graves violations du droit international, équivalent à un crime d'atrocité. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et appelons tous les États à mettre fin au transfert d'armes susceptibles d'être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire et des droits humains. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit assumer sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité mondiale en adoptant des mesures visant à mettre un terme au transfert d'armes au gouvernement israélien et aux groupes armés palestiniens et à empêcher les transferts d'armes risquant d'être utilisés pour commettre des crimes internationaux, et cela immédiatement. Tous les États ont l'obligation de prévenir les crimes d'atrocité et de promouvoir le respect des normes qui protègent les civils. Il est grand temps que la communauté internationale soit à la hauteur de ses engagements. Voilà. Salut. Voilà, merci. Il me semble important de donner la parole à des organisations comme Amnesty International, qui a quand même fait ses preuves sur tous les terrains du monde entier, de dire, dans la défense des droits humains. Même si, quand il s'agit d'Israël, on entend toujours des voix pour dire que Amnesty International se trompe, comme c'était le cas lors du dossier apartheid qui est sorti il y a 1 an, 2 ans, où on a entendu des braves gens dire ah oui, Amnesty International c'est bien, mais là quand même ils se trompent. On lit le communiqué de la FPS. Donc c'est le dernier communiqué de France-Palestine. La Cour internationale de justice a rendu ce vendredi 26 janvier sa décision sur les mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud contre Israël au sujet du génocide en cours dans la bande de Gaza. Elle a affirmé sa compétence
a statué sur la requête de l'Afrique du Sud dans le cadre de la Convention pour la prévention et la répression du risque de génocide et a rejeté la demande d'Israël de radier l'affaire. Tout en rappelant que pour l'instant, elle n'en était pas à statuer sur le fond, la Cour considère qu'il existe un risque sérieux de génocide et que des mesures conservatoires sont nécessaires pour préserver les droits de la population palestinienne. Après avoir rappelé la définition du génocide, un ensemble d'actes qui visent à détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, la présidente a décrit nombre de rapports à l'appui ce que subit depuis le 7 octobre la population de la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de morts et de blessés, les destructions massives de bâtiments, les déplacements forcés, la privation de nourriture, d'eau et de soins. Elle a ainsi estimé que l'existence même des habitants de la bande de Gaza est menacée et évoqué les traumatismes terribles des survivants. Elle a également rappelé les nombreux discours déshumanisants de responsables politiques israéliens et considéré qu'il existe un lien direct entre ces discours et le risque de génocide à Gaza. Elle a considéré qu'il y avait un risque réel et imminent d'un préjudice irréparable soit causé aux droits des habitants de Gaza. En conséquence, la Cour ordonne à Israël de prévenir tout acte génocidaire, d'empêcher ses militaires de commettre de tels actes et d'assurer l'entrée dans la bande de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres besoins humanitaires. Elle lui ordonne de s'abstenir de commettre des actes constitutifs d'un génocide et de poursuivre les auteurs d'incitation au génocide. Et elle ordonne de soumettre sous un mois un rapport avec les mesures prises pour s'acquitter des ordonnances de la Cour. Bien que la Cour n'ordonne pas explicitement un cessez-le-feu, l'obligation de laisser entrer l'aide humanitaire impose de facto ce cessez-le-feu. La FPS se réjouit de la décision historique de la CIJ. Les décisions de la CIJ sont définitives, contraignantes et sans appel, et tous les États doivent se conformer à leurs obligations légales en prenant toutes les mesures disponibles pour s'assurer qu'Israël respecte la décision de la Cour et mette en œuvre intégralement et sans délai les mesures provisoires ordonnées. La décision de la CIJ accroît la responsabilité juridique des États qui doivent mettre fin au génocide israélien en cours. La FPS s'adresse donc solennellement au gouvernement français et particulièrement à son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui a affirmé la semaine dernière devant l'Assemblée nationale, je cite, « accuser Israël de génocide dépasse le seuil moral ». La première réaction de la diplomatie française n'est absolument pas conforme à la gravité de la situation. Non seulement elle ne précise pas comment elle va contraindre Israël à appliquer les décisions de la Cour, mais on comprend qu'elle va contester auprès d'elle la qualification de génocide. Nous rappelons donc à M. Macron et ses journées qu'au-delà de la responsabilité de la France, c'est leur responsabilité personnelle et morale dans une potentielle complicité de crimes de génocide qu'ils engagent. Les décisions de la Cour internationale de justice ont été toutes prises à la quasi-unanimité de ces 17 juges. Monsieur Séjourné, allez-vous reconnaître, comme la Cour vient de le faire, que le risque de génocide à Gaza est plausible? La démarche de l'Afrique du Sud redonne toute sa place au droit international. La France s'est engagée à respecter la décision de la Cour internationale de justice. Il faut donc passer aux actes, maintenant. Il faut contraindre Israël à respecter les ordonnances de la Cour. C'est une obligation autant juridique que morale.
Il ne suffit pas de rappeler à Israël qu'il doit se conformer au droit. Il faut le lui imposer. Comme il faut lui imposer par tous les moyens le cessez-le-feu, y compris par des sanctions. Et en tout premier lieu, cesser de vendre des armes à Israël. Alors, je ne peux pas faire le bulletin hebdomadaire comme dit Claire. Juste revenir sur quelques points de l'actualité de la semaine, au premier rang desquels, bien sûr, cette décision de la CIJ et revenir surtout sur les propos du ministre séjourné la semaine dernière, propos qu'on avait déjà qualifiés ici il y a 8 jours, pour ceux qui étaient là, de honteux, autant que ridicule. Depuis, il y a eu dans la semaine une tribune publiée par un nombre assez impressionnant de juristes, d'universitaires, spécialistes du droit international, pour donner leur analyse un petit peu de cette position de la France. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, mais quelques extraits quand même qui sont intéressants. Voilà. Donc, voilà ce que disent ces juristes. Tribune publiée dans Libération, je précise. En plus de témoigner d'une ignorance du but de la démarche sud-africaine et de la teneur des discussions devant la Cour internationale, cette position de la France laisse à penser que le gouvernement français désapprouve l'affaire portée par l'Afrique du Sud, la considérant comme un détournement de la Convention de 1948 sur le génocide. Et donc, elle laisse donc présager que la France ne respecterait pas la décision de la CIJ dans le cas où des mesures conservatoires seraient prononcées, ce qui a été fait. Et ce qui est inverse de ce qu'avait annoncé l'ambassadeur de la France à l'ONU il y a quelques jours de ça. Pourtant, le collectif en question de juristes attire l'attention sur le fait que la France n'a pas toujours cette position. Bien au contraire. La CIJ a déjà formulé des mesures conservatoires dans des situations où les parties ont invoqué la Convention sur le génocide, et notamment deux affaires. Plainte de la Gambie contre le Myanmar, dans l'affaire des Rohingyas en Birmanie, le Myanmar, la Birmanie. Donc, plainte de la Gambie contre le Myanmar pour ses actions contre le peuple Rohingya, ou encore plainte de l'Ukraine contre la Russie. Dans ces deux affaires, la France, en sa qualité d'État partie à la Convention sur le génocide, est intervenue en soutien aux demandes formulées par l'Ukraine et la Gambie, sur les mêmes arguments qu'aujourd'hui la France réfute. Notamment, pour démontrer le risque d'existence matérielle d'un génocide, la France s'est elle-même attachée à souligner dans ces affaires l'importance et le caractère particulièrement probant des rapports établis par des organes des Nations Unies et autres, entre guillemets, témoins désintéressés, à savoir des personnes qui ne sont pas parties au litige et qui n'ont rien à y gagner ou à y perdre. Alors, disent les juristes, nous renvoyons aujourd'hui la France, le gouvernement français, aux nombreux documents émis relativement à la situation à Gaza par différents organes de l'ONU. Je tourne la page. Par l'Organisation mondiale de la santé et par plusieurs ONG internationales reconnues, ainsi qu'aux déclarations conjointes de plus d'une vingtaine de rapporteurs spéciaux des Nations Unies mettant en garde la communauté internationale contre un grave risque de génocide à Gaza. Donc, ce qui était valable pour le Myanmar ne l'est plus pour Gaza. S'agissant de l'élément intentionnel du génocide, dont il faut prouver, non pas qu'il est constitué, mais qu'il y a des risques qu'il le soit, la France elle-même a argumenté en faveur d'une acceptation souple de la preuve requise. Et elle a soutenu, dans son intervention dans l'affaire Gambie-Myanmar, que, ouvrez les guillemets, c'est la France qui parle, précisément parce que la preuve directe de l'intention génocidaire sera rarement manifeste, il est essentiel que la Cour adopte une approche équilibrée qui reconnaisse la gravité exceptionnelle du crime de génocide sans rendre la réduction de l'intention génocidaire si difficile qu'il serait quasiment impossible d'établir un génocide. C'est-à-dire que la France, dans un cas, utilise des arguments et dans l'autre, leur exact contraire. Et cela sans aucune honte. Voilà, je vous passe un petit peu, je vais un petit peu plus loin. Voilà ce que disent encore les juristes. En qualifiant d'outrancière
l'instance introduite contre Israël par l'Afrique du Sud, la France s'inscrit en rupture avec ses prises de position dans des cas passés ou en cours. En ce faisant, elle porte un coup au droit international et vient affaiblir la légitimité de la Cour internationale de justice. Il ne serait pas surprenant que l'écart troublant de cette position par rapport à des affaires passées où la base juridique était similaire soit compris dans le monde comme un grave mépris de la France à l'endroit du Sud global. Voilà. Ces prises de position inqualifiables de la France sont graves à plus d'un titre. Elles sont graves pour les Gazaouis aujourd'hui, mais elles sont graves même pour l'avenir de ce qu'on appelle l'ordre mondial, s'il en subsiste, des institutions sur lesquelles on pourrait peut-être compter pour un avenir meilleur. Voilà, à ce titre-là, c'est inqualifiable, c'est honteux, c'est gravissime. Alors maintenant, je vais essayer de me retrouver dans mes paquets. Hop, voilà. Alors il était évident aussi, pour ne pas se leurrer, c'est un peu une victoire, ces mesures conservatoires adoptées par la Cour internationale de justice, c'est pas pour autant la fin du cauchemar à Gaza. Tout le monde en est conscient, puisque la Cour n'a aucun moyen de rendre effectivement contraignant des mesures qui, sur le papier, le sont. Et ça, on le sait bien. Alors j'ai lu quelque part que que l'Afrique du Sud pourrait interpeller le Conseil de sécurité en cas de non-application des mesures décidées par la Cour internationale. Mais on sait bien ce qui se passe au Conseil de sécurité. La décision serait immédiatement bloquée par le veto de l'allié incontournable des États-Unis. Cependant, on peut encore nous dire à notre gouvernement, lui rappeler, s'il l'a oublié, que si le Conseil de sécurité est effectivement paralysé, les États ont toute l'attitude pour décider ensemble ou séparément de prendre des sanctions, de dénoncer des accords de coopération quand un État se soustrait aux règles du droit international. Et que ça, on le sait très bien puisqu'on a très bien su le faire sans passer par le Conseil de sécurité. Contre la Russie face à l'Ukraine, évidemment, la Russie aurait bloqué le Conseil de sécurité. Alors, on sait le faire. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Qu'attendent la France? Qu'attendent l'Europe? Bon, malheureusement, on sait très bien que deux poids, deux mesures, on le connaît et il n'est pas prêt. Enfin, les déclarations du gouvernement montrent bien qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Alors, je voudrais terminer, il y avait d'autres choses à dire, assez nombreuses, mais qu'on a été assez long. Je voudrais quand même terminer sur un petit élément, peut-être une petite lueur d'espoir dans le cauchemar que vit Gaza actuellement. C'est pas une lueur d'espoir chez nous, mais c'est aussi quelque chose qui doit nous conforter à continuer à venir, manifester. C'est en Israël. En Israël, où il s'est passé, il y a eu des prises de position intéressantes qui laissent à penser que l'union nationale qui s'est créée autour du gouvernement Netanyahou après le 7 octobre est en train de se fissurer. Donc on note qu'en Israël, des voix de plus en plus nombreuses se font entendre, de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes aussi. Se font entendre pour expliquer que tout ça ne peut pas durer et que cette union sacrée ne tienne plus aujourd'hui. Deux éléments donc que j'ai notés dans la semaine, c'est la déclaration sans ambiguïté du général Gadi Eisenkot et la tribune, deuxième élément, la tribune publiée dans Le Monde jeudi par Eli Barnavi. Alors, Gadi Eisenkot, c'est un monsieur très important, c'est un général qui a été chef de l'état-major israélien pendant plusieurs années, de 2015 à 2019, et qui surtout, au nom de l'Union nationale, est rentré dans le cabinet de guerre en tant que ministre, cabinet de guerre constitué après le 7 octobre. Il a lui-même perdu un fils dans les combats à Gaza. C'est pas une colombe, c'est un... Voilà. Il a déclaré à la télévision il y a quelques jours que, ouvrez les guillemets, quiconque parle d'une défaite totale du Hamas ne dit pas la vérité. Nous ne devrions pas raconter d'histoire. Et ça, c'est extrêmement important, puisque cette défaite totale du Hamas, c'est le but de guerre affiché par Netanyahou et son gouvernement depuis le début, et c'est la position qui permet de dire à Netanyahou, il est hors de question d'arrêter
quoi que ce soit, d'arrêter la guerre à Gaza tant que le Hamas ne sera pas complètement détruit. Le général Eisenkot dit « Quiconque parle d'une défaite totale ne dit pas la vérité ». Quand un journaliste lui demande « Pensez-vous que le chef de l'exécutif dise la vérité au public ?» il répond tout simplement « Non ». Et il appelle, dans la foulée, à des élections rapides pour évincer Netanyahou, c'est-à-dire empêcher que Netanyahou continue de s'accrocher à la poursuite de la guerre pour échapper au verdict des urnes et au verdict aussi de la justice qu'il attend dès que la guerre sera terminée. Donc, on voit qu'il y a des choses qui bougent, et le petit espoir qu'on peut y trouver, c'est que, effectivement, des gens très importants en Israël poussent Netanyahou à la sortie, plutôt qu'on ne voulait laisser. Deuxième tribune, c'est Eli Barnavi. Alors Eli Barnavi, c'est une voix importante aussi, il a été ambassadeur d'Israël en France pendant plusieurs années, et c'est un sioniste, de gauche, mais sioniste. Et, oui. Et dans sa tribune, publiée par Le Monde jeudi, il dit « Jusqu'à très récemment, j'étais vent debout contre un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Comme la quasi-totalité des compatriotes israéliens, j'étais convaincu qu'il ne fallait pas lâcher la pression avant que les deux buts de guerre majeurs déclarés ne soient atteints, la destruction du Hamas et la libération des otages. Je n'en suis plus certain désormais. » Et si on fait le lien avec les déclarations du général Eisenkot que Barnavi cite dans sa tribune, il faut entendre qu'en Israël même, et au plus haut niveau, on interroge de plus en plus ouvertement la réalité de ces fameux buts de guerre, qui ne sont en réalité qu'une justification à ce qui ressemble de plus en plus à une guerre de destruction et d'extermination. Et surtout, on s'inquiète de l'impasse totale dans laquelle les dirigeants actuels mènent Israël. Barnavi explique que la position d'Israël devient intenable vis-à-vis du monde. De même d'ailleurs que la position de leur allié états-unien inconditionnel qui, dit-il, ce sont ses mots, sont à la peine. Ce qui ne peut que nous encourager à continuer à venir manifester ici. Voilà. On sent qu'il y a des choses qui bougent peut-être. Et donc ça nous encourage à poursuivre nos actions. Et Barnavi conclut sa tribune par ces mots. Un cessez-le-feu permettra de libérer les otages et de les sauver d'une mort certaine. Il débarrassera le pays d'un gouvernement nocif, le pire de son histoire, arrêtera la dégringolade d'Israël dans l'arène internationale. Et ces mots-là sont importants. Il y a une vraie crainte en Israël. Et offrira donc un horizon pour une sortie par le haut du bourbier gazaoui et à terme pour un règlement global de la question palestinienne. Alors sur le règlement global de la question palestinienne, il ne faut pas imaginer pour autant que tous ces gens-là, que ce soit Barnavi, Eisenkot et d'autres, soient devenus d'un seul coup hypersensibles à l'injustice qui est faite aux Palestiniens par leur pays depuis 75 ans. Mais dans l'immédiat, moi je voudrais y voir une petite lueur d'espoir pour que le cauchemar qui dure depuis 3 mois ne dure pas encore des semaines, voire des mois. Et que peut-être on assiste à quelque chose en Israël, à Netanyahou poussé vers la sortie plus tôt que prévu et peut-être un petit espoir de cessez-le-feu. En tout cas, ça donne du poids à nos actions, ça valide le fait qu'on continue, nous, à se mobiliser, même si on a parfois l'impression de ne pas servir à grand-chose. On a le devoir de le faire, un devoir moral, mais et je pense que ça a un effet. Voilà, je n'ai pas continué longtemps parce qu'on est fait froid et qu'on a été un peu long aujourd'hui. On vous remercie d'être venus. On vous donne rendez-vous samedi prochain encore, même heure. Parce que malheureusement, petite lueur d'espoir, mais il ne faut pas croire que lundi, le cessez-le-feu sera prononcé par Israël. Donc on vous donne rendez-vous lundi prochain. On vous donne rendez-vous aussi demain, samedi prochain, à 11h. On vous donne aussi rendez-vous demain dans le cadre de la quinzaine de la Palestine à Prestin, au cinéma Le Bourron, à partir de 14h, 14h15, premier film, pour 2 films palestiniens. Et puis, voilà, merci à vous tous. L'Union ne t'oublie pas. Gaza, Gaza, l'Union ne t'oublie pas.
Gaza, l'agneau ne t'oublie pas. Gaza, l'agneau ne